2019, début 2020, c'est la folie furieuse, on est partout, on a des contrats en Suisse, on a des contrats en Angleterre, on a des contrats aux Bahamas, on a des contrats partout, on est partout. 2020, néant total, et on se dit ok, si on veut pas mourir, il faut qu'on se mette en coma artificiel. Et je pense que vraiment la difficulté, c'est ce qu'il y a de mieux pour avancer. C'est quand tu souffres, c'est quand tu as touché le fond de la piscine que tu te dis ok, j'ai l'élan, on repart. Ouais. J'ai fini par le comprendre, que en fait, c'est important de mettre du cœur dans ce que tu fais, mais c'est pas ta vie. C'est pas ce qui fait que si demain ta boîte s'arrête, tu vas mourir aussi. Non, pas du tout. Elle va s'arrêter et tu en feras une autre. Et elle sera encore mieux que celle-ci, tu vois. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai décidé de porter sur mes épaules et qu'est-ce que j'ai décidé que... Non, en fait, c'est sympa, mais c'est hyper important dans la construction d'un entrepreneur, je trouve. Parce qu'en fait, on porte énormément de choses. On porte un poids de décision qui est énorme. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir un avis. Oui, sur plein de choses. Et où je me pose systématiquement la question de je suis en train de juger cette personne-là, arrête ça tout de suite. Vrai. Et je me reprends moi-même en me disant je la jugerai pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule. Avant de commencer, je vais faire le petit speech habituel. J'ai de plus en plus de bons retours sur les différents épisodes et vous les appréciez. Vous appréciez les intervenants qui participent à ce podcast. Maintenant, pour continuer à donner de la voix, avoir des interviews et des intervenants qui sont toujours plus intéressants et intéressantes, n'hésitez pas à aller liker, partager et commenter, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Ça vous prend vraiment 30 secondes à mettre un 5 étoiles, un j'aime, et c'est vraiment utile pour le podcast et porter la voix de ce podcast. Aujourd'hui, donc, j'accueille encore une fois une intervenante donc, d'exception, qui est Alexia. Bonjour Alexia. Salut Ziryab. Donc Alexia, tu es la cofondatrice d'Arcane Experience, donc une entreprise de gamification donc, qui utilise le jeu pour répondre aux enjeux des entreprises. Tout à fait. C'est déjà une belle entreprise et une belle réussite donc, qui a démarré en 2015. Tout à fait. Qui a fait en 2023 presque, on va dire, je vais arrondir les chiffres, 500 000 euros de chiffre d'affaires, qui vise les 700 000 euros de chiffre d'affaires. Vous êtes une petite équipe, il me semble à peu près une dizaine, quelque chose comme ça. Tu te définis comme une personne qui est toujours dans l'action, qui donne l'impression d'être spontanée, mais qui réfléchit énormément à plein de scénarios avant de prendre une décision. Tu as des causes qui te tiennent vraiment à cœur, et notamment le fait qu'on fasse mieux aujourd'hui qu'hier. Et ce, à différents sujets, c'est pas seulement limité à toi et ta personne, mais que ça touche la société, que ce soit dans le business, dans l'écologie, et aussi la place des femmes dans le business et dans la société en général. Tout à fait. Donc bonjour Alexia, je suis ravi aujourd'hui de t'accueillir sur cet épisode. Je suis ravie d'être là aussi. Bah, c'est parfait. J'aimerais commencer donc très rapidement par ton parcours et surtout sur ce qui t'a amené à créer Arcane Experience. Alors déjà, j'ai 37 ans. J'ai effectivement lancé Arcane il y a 9 ans maintenant, bientôt 10, avec mon associée Fanny. Et pour la petite histoire, avec Fanny, on était collègues avant d'être associés. Donc en fait, on a été collègues pendant 3 ans dans une agence de communication parisienne. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et de fil en aiguille, on a noué des liens et on a eu envie en fait de développer quelque chose ensemble. Et c'est là qu'Arcane est né. Et alors pour revenir un peu plus en amont sur mon parcours, du coup moi j'ai un parcours relativement pas du tout atypique, en fait, relativement normal. J'ai fait 3 ans de fac en lettres modernes et je me suis rendu compte que, pardon pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont à la fac, mais que ça n'allait pas me servir à grand-chose. Donc j'ai rapidement bifurqué sur une école de com et après j'ai voulu quand même étendre mon champ des possibles, donc j'ai fait une école de commerce, donc un master en école de commerce, spécialisation en com. Et puis après, je me suis lancée sur le monde du travail. Alors tout ça, je l'ai fait en alternance. Sauf la partie fac. Et voilà, ça m'a ouvert plein d'opportunités. J'ai eu mon premier job assez rapidement en sortant d'école. Et j'ai travaillé dans des très belles entreprises qui m'ont appris beaucoup de choses jusqu'à ce qu'avec Fanny, on ait eu l'envie de se lancer. Donc, on a monté Arcane. Tu avais donc l'envie de te lancer, quitter un job sans idée, ou tu avais vraiment déjà cette idée-là, cette conviction de vouloir lancer le jeu, de tester ces jeux-là
Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Non, en fait, quand on a eu envie de se lancer avec Fanny, ce qu'on avait envie, c'est d'être entrepreneur, c'est Ouais. d'avoir notre boîte. Évidemment, on voulait rester dans un domaine qu'on connaissait et Mm. dans lequel on avait des compétences, c'est-à-dire la communication. Et en fait, pour la petite anecdote, je crois que ça date de 2013 ou 2014. Fanny organise pour son anniversaire une réunion avec plein de potes et elle nous dit venez, on va faire une chasse au trésor dans Paris, c'est un peu nouveau, Ouais. testons ça. Et pour ne pas les citer, si on va les citer, c'est Démasquer Paris. Du coup, on a fait une D'accord. chasse au trésor dans le Marais qui était très cool. C'était vraiment les tout débuts du jeu comme ça, des chasses au trésor comme ça dans Paris. On a adoré et à la fin, on s'est regardé et on s'est dit non mais c'est fou. C'est cool. Et le problème, c'est que personne n'en parle. Il faut absolument qu'on en parle. Mm. Et il faut absolument qu'on fasse ça, en fait. C'est notre truc. Et effectivement, en fait, notre truc, c'était le jeu. Ouais. C'est une très grande joueuse. Je suis une très grande joueuse aussi. D'accord. Alors, pas trop jeux vidéo. Moi, c'est plutôt jeux de société. Elle est plutôt jeux vidéo, aussi jeux de société. Mais on s'est dit, non, c'est notre truc. On adore ça, le jeu. Viens, on fait de la com et du jeu. Chiche. Bon bah go, allez on se lance. Et voilà, et on a commencé à travailler notre business plan sur ce modèle-là. C'était pas... voilà, à l'époque, en 2014, c'était pas, ça courait pas les rues, Ouais, j'imagine. parce que je crois que nos concurrents se sont lancés à peu près en même temps que nous. Ok. Les escape games venaient tout juste de se lancer aussi. Et donc voilà, on s'est dit gamification, go, banco, faisons ça. Et donc on a décidé d'utiliser le jeu comme un outil de communication. Ouais. Auprès de nos clients B2B. Et voilà. Et Arcane Experience est né. Ok, génial. Donc on était sur un marché qui est tout naissant, donc il y avait en fait tout à faire. J'imagine en termes de communication pour aller vendre tout ça à des entreprises qui peut-être justement ne connaissaient pas le principe. J'imagine qu'au début c'était peut-être compliqué pour les entreprises de leur vendre et de leur démontrer la valeur que le jeu pourrait avoir, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on se dit, si quelqu'un lance ça, on va se dire, bon, bah, ok, très bien, je vois comment ça se passe, je vois la valeur que ça peut apporter en termes de construction, solidification des équipes, etc. Donc justement, comment on va persuader des entreprises et peut-être aussi qui étaient tes premiers clients, parce Ouais. qu'aujourd'hui, tu as des clients, des grands noms, des grosses industries, parce que j'ai vu donc sur le site internet que ça pouvait aller jusqu'à des entreprises qui ont plus de 10 000 employés. Ouais. Donc tu as un périmètre donc d'une clientèle qui est très large. Mais justement, quand tu as démarré, comment on va persuader les gens de venir travailler avec nous? Je vais même te dire qu'en fait, c'est toujours un peu compliqué. C'est de Même mieux en aujourd'hui, mieux. d'accord. Mais il y a toujours de la pédagogie à faire autour de la gamification parce que c'est pas un outil de communication classique. Aujourd'hui, nos clients, c'est des entreprises du CAC 40, hein. Clairement, on va pas Ouais. se mentir. C'est des entreprises qui ont de l'argent, qui ont évidemment des collaborateurs à incentiver, à motiver, à faire plein de choses. Mais bon, c'est des grosses entreprises du CAC 40 parce qu'elles ont clairement l'argent. Ouais. C'est important, on y reviendra. D'aller chercher Oui, des oui, clients c'est qui quand même, ont- ça qui ont reste de l'argent. relativement important. Donc en fait, notre premier client, ça a été Nature et Découverte. Ok. Nature et Découverte, en 2015, fêtait ses 25 ans. Et en fait, on a eu une opportunité, clairement, c'est du contact, d'organiser pour eux une grande animation à l'occasion de leurs 25 ans. Ça s'est très très bien passé. Et après, en fait, à partir de ce moment-là, ça nous a donné une espèce de carte de visite. Parce qu'en fait, tu vas prouver aux autres boîtes ce que tu fais, ce que tu as déjà fait. Et tu arrives avec la valeur Nature et Découverte qui est connue du grand public Bien sûr. et du business. Donc, carte de visite. Comment tu fais pour aller persuader les autres? Et ben déjà, tu prends ton courage à deux mains et tu vas expliquer. Et puis c'est beaucoup d'explications. C'est beaucoup de preuves à apporter parce qu'en fait, au début, les entreprises... Alors, en fait, notre porte d'entrée, clairement, ça a été le team building. Ok. Le team building, parce que le team building, ça fait des années que c'est rentré dans les mœurs, c'est bon, c'est établi, ok, le team building, on sait à quoi ça sert, on sait pourquoi ça sert, et on sait comment ça marche. Donc ça a été notre porte d'entrée. Donc ce qui s'est passé, c'est que on l'a rapidement identifié que c'était notre porte d'entrée, et on a décidé de créer un petit panel de jeux qu'on allait pouvoir proposer en team building, avec une spécificité, c'est que nous, nos jeux, ils s'adaptent n'importe où. Ok. C'est-à-dire que les entreprises ne viennent pas chez nous pour jouer, nous on va là où vont les entreprises. Donc si Nature et Découverte fêtait, et c'était en l'occurrence le cas, ses 25 ans dans le Perche, et ben on arrivait avec toute notre équipe, le matériel, et on allait faire l'animation dans le Perche.
Et en fait, aujourd'hui, c'est valable pour toutes les entreprises qui travaillent avec nous en team building. On va où vous voulez qu'on aille. Et donc, ça va aller là, au mois de juin, on fait jouer une équipe Paris 7e. Et pareil, au mois de juin, on va dans le 60, si tu veux. Donc vraiment, on se déplace, on est mobile, que ce soit France entière ou international, parce qu'on a déjà travaillé avec des entreprises qui voulaient qu'on se déplace à l'international. Donc en fait, le team building, ça a été notre porte d'entrée. En parallèle de ça, ce qu'on a fait, c'est que on s'est lancé dans les escape games. On a eu cette opportunité de se lancer dans l'escape game. C'était pas forcément un choix de notre part parce que la clientèle B2C, donc client particulier, n'était pas celle sur laquelle on voulait aller. Mais on a eu cette opportunité à moindre coût. On s'est dit, qui ne tente rien n'a rien, au moins ça nous fera encore une fois une carte de visite, une preuve à montrer à nos clients. Et puis ça fait parler de nous dans les médias, donc go, carrément. Go, on y va. Et donc, on a développé nos premières salles d'escape game avec la spécificité que c'était des salles éphémères. Et donc, une des premières salles avec lesquelles on a entendu parler de nous, c'était une salle qu'on avait faite dans une vieille maison abandonnée qu'une très bonne amie à nous, entrepreneuse, nous avait prêtée. Une maison qui allait être détruite. Et en attendant la destruction, elle avait été repeinte du sol au plafond par des graffeurs. Et la maison était dingue. Elle était faisait un environnement du coup hyper stylé. Ouais, grave. Ouais. Hyper creepy, mais hyper stylé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute la journée, on travaillait sur le développement d'Arcane, donc avec nos clients team building. Donc de 10h à 18h, développement d'Arcane. 18h, on filait sur l'escape game qui se trouvait à Vitry-sur-Seine. Et on enchaînait les sessions jusqu'à minuit, si tu veux. D'accord. Ça, c'était les tout débuts, donc c'était nous qui faisions l'animation. On faisait tout au début. Voilà. Et donc voilà, ça c'est pareil, ça nous a donné des cartes de visite. Et petit à petit, voilà, on est venu nous voir pour de plus gros projets, des projets que nous on appelle sur mesure, où en fait un client vient nous voir en nous disant j'ai une thématique hyper précise, j'ai un objectif hyper précis. Moi, tes jeux clés en main, ça me va pas parce que je veux du ultra personnalisé. Donc crée-moi un jeu pour moi. D'accord. Sans être je sais pas, délivrer de données confidentielles ou autres, tu aurais un exemple pour que j'en ai plein justement j'en ai plein. Les auditeurs puissent se représenter quel type de thématique une entreprise peut demander à une société qui crée justement des jeux pour les entreprises. Écoute, le dernier en date, TikTok for Business. Donc TikTok for Business, c'est la partie vraiment business de TikTok, c'est-à-dire qui s'adresse aux agences de communication. Donc elle va leur vendre toutes les solutions, TikTok Business va vendre aux agences de communication toutes les solutions pour promouvoir des clients et des services sur TikTok. Donc ce qu'on pourrait appeler les ads de Google, voilà, c'est la partie business de TikTok. Ils viennent nous voir en nous disant, voilà, on organise le 25 avril, un gros événement pour réunir toutes les agences de communication avec lesquelles on travaille. Il va y avoir des grands noms de la communication. Et clairement, la conférence top-down, ça le fait pas pour nous. Nous, on veut quelque chose de novateur, on est TikTok. Il faut qu'on les impressionne, il faut qu'on soit là, il faut qu'on leur montre que nous, on a un temps d'avance. Juste 2 minutes. Vas-y, Conférence top-down, l'idée c'est juste de dire quand il y a un présentateur, un auditoire, et ça va seulement dans un seul sens. Exactement. Tout le monde est assis et on écoute une personne parler. Voilà, grosso modo. Donc c'est le genre de conférence qu'on a à peu près tous fait et on sait que... c'est chiant. Voilà, c'est chiant quoi. C'est chiant. Ça se passait au pavillon d'Armenonville dans le 16e arrondissement, un lieu sublime, vraiment d'exception. Et ils nous disent, voilà, faites-nous 5 salles d'escape game. Ultra personnalisées. Et dans ces salles d'escape game, je veux qu'on parle des solutions TikTok pour les agences de communication. Donc créer tout un storytelling, toute une histoire autour des excuse-moi je perds mes mots, mais des outils TikTok et faire vivre en fait les outils TikTok plutôt que de les raconter classiquement. En fait, on va les faire vivre. Et c'est ça Arcane Experience. On utilise le jeu pour faire vivre une expérience. Et là, on allait utiliser l'escape game, le format escape game, pour faire vivre l'expérience TikTok aux agences de communication. Et donc, on a créé une salle d'escape game démultipliée en 5 fois dans des salles du pavillon d'Armenonville. Ça a été fou. Alors,
2 mois de travail acharné parce qu'ils nous ont prévenu un peu tard, ils nous ont commandité ça un peu tard. Mais voilà, 2 mois de travail acharné avec mon équipe, à la fois sur la création du game design, sur l'achat des décors, des accessoires, sur le recrutement des comédiens qui allaient pouvoir faire vivre cette expérience aux joueurs, sur l'installation, les repérages, le montage, etc., etc. Donc voilà, typiquement, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui chez Arcane Experience pour les entreprises. Ok, je trouve ça vraiment, vraiment génial. C'est Donc, stylé. c'est top. Ouais, non, C'est très franchement, stylé, je suis ravie de faire mon métier. Mais c'est génial, génial d'entendre ça. Ouais. J'ai forcément plein de questions qui me viennent en tête. Je vais essayer de ne pas oublier d'où mes premières questions. Vas-y. Et justement, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est que déjà pour démarrer ton activité, tu as pris une sorte de référence ou quelque chose d'existant, c'est-à-dire avec le team building. Et tu es parti donc chercher alors j'ai que le mot en anglais qui me vient là, des credentials, donc des témoignages, pour justement un peu valider ton concept et ensuite aller le promouvoir. Oui. Donc j'ai 2 questions sur ces débuts-là notamment. Est-ce que, déjà, Nature et Découverte, ton premier client, est-ce que tu avais déjà tout le concept, tout le business plan qui était en place, ou c'est venu, je sais pas moi, en plein milieu de la réflexion? À quel moment, tu vois, quand tu étais en train de construire ton business, l'opportunité de Nature et Découverte est venue? Et ensuite, est-ce que tu as fait payer cette première prestation? Ok. Alors, je vais peut-être te choquer, et je vais en choquer peut-être plus d'un, mais entre le 23 février 2015, date de lancement de nos statuts, donc officiellement Arcane Experience existe, et aujourd'hui, je pense que notre business plan a changé de visage une 20aine de fois, à peu près. Génial. Vraiment. Parce qu'en fait, je suis pas sûre que tu puisses avoir un business plan ou un business model qui soit figé dans le temps pendant les 25 prochaines années. On s'adapte, en fait, tu vois, à la fois au marché. Donc, tu as ton idée de base, et puis après, tu t'adaptes au marché. Ouais. Si on avait eu notre idée de base qui était d'ouvrir un grand espace, et on l'a eu cette idée, d'ouvrir un grand espace qui permettrait à plein d'acteurs des arts, du spectacle, de la musique, de venir et de proposer des animations pour les entreprises à l'intérieur de ce lieu. C'est le 104, hein, je mens pas. Ouais. Et qu'on s'était rendu compte que en fait, personne ne vient dans ce lieu, il aurait fallu qu'on change notre business plan, notre business model. Donc du coup, il a changé plusieurs fois de tête. Mais grosso modo, on reste sur la même ligne qui est que la communication, que le jeu est un outil de communication. C'était ça notre grande ligne. Donc, pour répondre à ta question sur le business model, il a évolué. Clairement, il a évolué. Après, voilà, on a toujours cette fameuse ligne directrice. Et notre ligne directrice aujourd'hui, c'est effectivement le jeu comme un outil de communication. Mais ce qu'on veut, c'est faire vivre une expérience. Okay. C'est ça. Par le jeu. Donc, jeu, communication, expérience. Okay. Ça, c'est peut-être nos 3... c'est pas nos valeurs, mais c'est les 3 choses qui peuvent, je pense, les 3 mots qui peuvent nous représenter. Okay. Est-ce qu'on a fait payer Nature Découverte? Of course qu'on a fait payer Nature Découverte, mais bien sûr que oui. Ça a été d'ailleurs très salutaire à ce moment-là, parce qu'on s'est dit, OK, on peut gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent. Il y a eu Nature et Découverte, et alors je sais plus si c'est avant ou vraiment potentiellement au milieu, on a aussi fait jouer des équipes de Orange. D'accord. On a fait jouer en team building des équipes d'Orange. Donc en fait, tu vois, Nature et Découverte, c'était du sur-mesure. Donc ils sont venus nous voir en nous demandant un jeu précis pour une occasion très précise, donc très sur-mesure. Et en revanche, Orange, c'était du team building classique. Donc on avait vraiment ces 2 modèles qui se sont un peu lancés en simultané. D'accord. Voilà. Okay. J'ai répondu à ta question, je suis pas sûre. La première question que j'ai répondu. La première question, c'était à quel moment, justement, Nature et Découverte et cette opportunité de réaliser justement un jeu s'est présentée quand tu étais dans la construction. Est-ce que c'est quand tu avais fini, tu avais tout ton concept en tête? Est-ce que tu étais au balbutiement, en fait, tu as eu l'opportunité, tu es OK, vas-y, je vais me débrouiller, je vais faire ça pour eux. Voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, si ma mémoire est bonne, il me semble que Nature et Découverte a eu lieu en avril-mai à peu près. Okay. Et on a lancé les statuts de la boîte en février. Donc, elle va sûrement m'en vouloir de dire ça, de raconter cette anecdote, mais les premiers temps du lancement de la boîte, bon, tu cherches des clients, mais il ne se passe pas grand-chose. Je suis sûre qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont se reconnaître là-dedans. C'est sûr. Donc, en fait, tu es là et tu te dis, bon, ça y est, c'est bon, je suis là.
J'ai prêt à travailler, messieurs, dames. Bon, il n'y a personne. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Et les premières journées comme ça, les premières semaines de lancement d'Arcane, c'était viens, on va aller visiter des musées dans lesquels on pourrait potentiellement faire des jeux. On va visiter des lieux de Paris dans lesquels on va pouvoir faire un parcours, j'en sais rien. Et c'était beaucoup de il faut qu'on s'occupe. Et jusqu'à ce que le mail ou le coup de fil arrive et te fait bosser. D'accord. Et pour répondre à ta question du business model, je ne sais pas s'il était vraiment clair, net et précis, parce qu'en fait, je ne suis pas sûre que tu puisses, en tout cas quand c'est ta première boîte, et c'était le cas en l'occurrence pour nous, que tu puisses vraiment te dire, ça y est, on a tout établi, Excel est lancé, c'est OK, on a mis les chiffres dans les bonnes cases, et maintenant, c'est bon. Tu vois. Ou alors si tu l'as fait, c'est que tu t'es trompé. Oui, dans tous les cas, tu t'es trompé. Dans tous les cas, ton tableau Excel, il est pas bon. Il est jamais bon, mais c'est pas grave. Il sert à poser les jalons. Mais voilà, tout évolue et tu vois, tu commences ta boîte, tu te dis, sur mon business model, mon business plan, je vais faire 50% de chiffre d'affaires sur le team building, 50% sur le sur-mesure. Ouais, c'est pas si simple que ça, en fait. Oui, non, c'est clair. Tu vois, c'est grosso modo. Oui, non, bien sûr, forcément. Et du coup, ce qui est intéressant, parce que là, tu l'as dit, et pour TikTok, donc qui est, on va dire, un de tes derniers clients, peut-être pas le dernier, mais grosso modo. C'est un client récent. Non, c'est pas le dernier, mais oui, c'est un client récent. Du mois d'avril, quoi. Et tu l'as dit aussi pour ton premier client, on est venu te chercher. C'est pas toi qui est parti, je sais pas moi, démarcher, ou c'est pas grâce en discutant et en vendant quelque chose, on est venu vous chercher. J'espère que vraiment tu vas pas me porter la poisse, mais effectivement, chez Arcane Experience, on a une belle table en bois. on a beaucoup de chance, c'est que on a beaucoup de clients qui sont venus tout seuls. Okay. Donc, alors attention, mon associé chéri, qui est la directrice marketing et commerciale, ne va pas valider ce que je suis en train de dire. Ils sont venus tout seuls, mais pas que. C'est grâce à un référencement de dingue sur le site internet, un site internet qu'on continue d'alimenter encore aujourd'hui et qui work in progress tout le temps, qui permet en fait de faire venir les gens. Le fait qu'on parle de nous, excuse-moi, le fait que des clients, du coup, soient venus et parlent de nous, le fait que des gens soient venus jouer dans nos salles d'escape game et se disent « Ah, mais tiens, en fait, moi, j'ai une boîte. Pourquoi je leur proposerais pas ça ? Ça pourrait être cool, tu vois. » Donc, non, c'est pas... Les gens viennent pas tout seuls, évidemment. Bien sûr. Mais on fait rarement du cold call. Enfin, le cold call, donc, pour préciser, c'est vraiment l'appel à froid. J'ai une liste de clients potentiels, de prospects. Vas-y, je les appelle et je vais leur parler de moi. Ça nous est très, très rarement arrivé de le faire. On a commencé il y a 1 an, tu vois, à le faire. Donc voilà. Ok, d'accord. Et justement, pour... les personnes qui voudraient arriver à monter, tu vois, un business ou pour leur business, qui aimeraient justement arriver à ce côté statut de notoriété, tu vois, pour éviter d'aller sur le cold call et d'avoir donc des canaux d'acquisition où c'est vraiment les clients qui viennent nous chercher. Est-ce que tu aurais des sortes de conseils, tu vois, à partager par rapport à ça, même si forcément c'est toujours très lié à la personne, au business. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu transverses qui, selon toi, peuvent être partagées? La communication. Je prêchais pour ma paroisse, mais la communication reste le nerf de la guerre. Je sais que c'est le dernier poste de dépense pour les entreprises, mais en fait, si tu parles pas de toi, les gens ne te connaîtront pas, tu vois. Tu peux avoir développé l'outil révolutionnaire de demain qui va nous permettre d'aller vivre sur Mars. Personne n'est au courant de ce que tu as fait. Personne n'ira vivre sur Mars, tu vois ce que je veux dire. Donc clairement, c'est la communication. Bénéficier d'un bon réseau, je pense que c'est hyper important. Et nous, on a toujours constaté depuis 10 ans qu'on a un réseau de malades. Comment on l'entretient ? Et comment on le développe et comment on l'entretient ? Alors, nous, clairement, c'est le premier réseau. La famille, les amis qui nous ont apporté, et je les remercie 1000 fois pour tout ça, mais qui ont parlé de nous, qui nous ont apporté du business, c'est incroyable. Qui sont venus nous aider aussi sur certains events, tu vois. Nous, on a cette chance-là, et je sais que c'est pas donné à tout le monde. J'en parlais encore il y a pas très longtemps avec
un binôme de femmes qui font exactement la même chose que nous, avec qui on a été boire un verre il y a pas très longtemps, et qui nous disaient le réseau, premier réseau, c'est difficile pour nous. Nous, notre père, il nous aide pas beaucoup, tu vois, ce genre de choses. Et nous, on leur disait, nous, c'est carrément l'inverse. Nous, c'est vraiment carrément l'inverse. On a pu bénéficier de ce réseau-là. Génial. Et après, comment tu l'entretiens c'est des échanges, c'est pas hésiter à les inviter sur certains événements. Tu vois, aujourd'hui, on a 2 salles d'escape game à Paris. Moi, quand on vient me voir en me disant j'aimerais bien la tester, je t'invite, vas-y, viens, je t'invite et viens tester ma salle d'escape game. Je te l'ai pas proposé d'ailleurs ? Non. Eh ben, tu vas venir jouer. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Non, c'est ça, c'est comment entretenir le réseau. Et je pense que je vais reprendre une phase bateau, mais le positif attire le positif, tu vois. Donc si tu sais bien parler de... Et je suis la dernière à bien parler de moi et à bien parler de ma boîte, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Et je pense que en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, on a un syndrome, le fameux syndrome de l'imposteur, mais je ne vais pas revenir là-dessus, c'est le syndrome de j'ai un peu, je sais pas comment parler de moi, je sais pas comment parler de ma boîte, j'ai peur qu'on dise que je me la raconte, ou voilà. Complètement. Moi, je suis arrivée sur le marché de l'entrepreneuriat en disant moi, je vais faire des jeux. C'est-à-dire que les gens m'ont un peu rayonné, nous ont un peu rayonné, genre ah ouais, tu vas faire des jeux, mais c'est pas sérieux le jeu. Il a fallu aller pro. Et sans ce premier réseau, ça aurait été, on aurait ramé, compliqué. Tu vois. Voilà. Non, mais en fait, notre premier réseau, il a fait notre promotion, donc c'était cool. J'ai une copine d'école de commerce qui aujourd'hui travaille dans une des plus grosses entreprises de l'énergie en France et à l'étranger d'ailleurs, qui fait régulièrement appel à nous pour s'occuper à la fois de ses jeux sur mesure, ses team building c'est clair. Voilà. Et je sais qu'elle se reconnaîtra quand elle entendra ce podcast, mais grâce à elle, on travaille avec une des plus grandes entreprises de France, quoi. Ouais, non, c'est clair. Bon, c'est clair que le réseau et l'importance de le travailler, c'est hyper important. Et c'est vrai que le côté communication, ça se partage. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose même que je vis, tu vois, parfois. C'est vrai que rien que pour le podcast, des fois, j'ai eu peur, tu sais, d'en parler trop, de trop communiquer sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram. Ouais, t'as peur de saouler. Et après, des fois aussi, soit en discutant avec d'autres amis qui sont entrepreneurs, ou même en lisant certains livres d'entrepreneurs qui me motivent pas mal, y a une phrase qui disait quelque chose comme vous serez en gros saoulé de parler de vous bien avant votre audience, ou bien avant les gens qui écoutent, qui vous écoutent en fait. C'est que avant d'aller saouler les gens avec ce que vous dites, il y a une marge de manœuvre, donc faut pas hésiter à communiquer. Ouais, c'est clair. Et je te dis ça, on est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. On bosse dans la com, mais franchement, notre com, elle a encore, on a une marge de progression incroyable. Hein. Donc, moi, je te rassure, c'est partout. Ouais, mais bon, voilà. Bon. Mais on sait ce qu'on a à faire. Ouais. Et ça, c'est bien. Avec le temps et l'expérience, je vais pas dire que avec le temps et l'expérience, en fait, tu sais après où tu vas, tu sais où tu veux aller. Et l'avenir, il est un peu moins opaque. Tu dis, ok, mon objectif, il est là et je sais comment l'atteindre. Vas-y, go, on y va. Ok. Voilà. Ok. Au début, tu sais pas. Au début, tu tâtonnes un peu. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec mon frère qui a lancé sa boîte il y a 1 an et demi maintenant. Et il m'a dit une phrase qui m'est restée. Il m'a dit, on m'a demandé comment je faisais. Bon. Voilà, j'avance. Je faisais pour relancer sa boîte. Il va où la question, ok, et tu vas où avec ta boîte ? Je vais, écoute, c'est déjà bien. J'avance, et voilà. Mais ça vient avec l'expérience. Non, c'est sûr. De toute façon, après, je pense qu'il y a une sorte d'arbitrage entre, c'est bien, il faut avoir un objectif, parce que ça te donne une vision, tu sais où tu veux aller. Et des fois, en même temps, il ne faut pas se poser de questions. Il y a un côté, il faut avancer sans se poser de questions. Tu vois, certes, ok, il faut prendre du recul, réfléchir, machin, tout ça. Mais des fois, il faut juste faire les choses. Alors... Je fais beaucoup le parallèle avec le sport, tu vois. Et j'entends des fois souvent des gens me disent ou soit je sais pas comment faire, ou je sais pas ceci, ou je sais pas cela. Tu veux courir, va courir 5 minutes. Tu veux faire tu sais pas quoi faire à la salle de sport, vas-y, fais 3 squats, ce sera déjà bien si t'en as fait 3 en fait. Donc juste commence, fais, et après on verra. Par contre, des fois il y a des événements qui facilitent la chose. Moi, je prends l'exemple typiquement de ce podcast. Moi, c'est des choses que j'avais depuis longtemps. L'opportunité que j'ai eue, c'est aussi grâce au studio de podcast. Je me suis dit, c'est grâce à ce studio-là, j'ai trouvé cet environnement-là qui me dit, ok, en fait, c'est facile de démarrer.
Ça a un petit coût forcément, mais c'est facile de démarrer, de faire quelque chose de bien, donc c'est pour ça que je me lance. D'accord, ouais, carrément. Je vais juste tempérer ce que tu dis. Ouais. Je pense que quand tu lances ta boîte, hyper important d'y aller. Mm. Mais on y va et on teste. On teste tout ce qui est possible de tester parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le business model, il n'est pas arrêté. Ouais. Il va évoluer. Et c'est pas grave, c'est vraiment pas grave s'il évolue. Au contraire, je pense que ce qui est important, c'est de rester en mouvement pour s'adapter au marché. Donc, faut tester. On arrive, nous, avec Arcane Experience, à un niveau de durabilité de l'entreprise où, en fait, à un moment, il faut quand même se poser des questions. Tu vois, où on a testé plein de choses et il y a plein de choses qui marchent. Mais il va falloir aller sur... En fait, il va falloir concentrer ses forces sur un seul point, 2, 3 max. Mais il va falloir concentrer ses forces. Et en fait, là, on en parlera peut-être plus tard, mais on a vécu une période très difficile, nous, avec le Covid. Parce que pour rappel, on fait du jeu et de l'événementiel. Voilà, donc il faut être en présentiel, ça demande d'être en présentiel, des Oui. interactions humaines. Voilà. Autant dire que nous, on a clairement été interdits d'exercer. Tu Ouais. vois, c'était même pas... on n'a même pas de petite soupape. On a été Bien sûr. interdits d'exercer. Tous nos événements, on commençait 2020 avec une année incroyable. Une année vraiment folle. 14 mars, bon bah maintenant vous arrêtez. Et vous savez pas pour combien de temps vous allez arrêter. D'accord, très bien. Et ben super. Et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Le Covid a été à la fois une épreuve et une putain d'expérience. Une putain d'expérience. Je rêve d'écrire un livre sur ce sujet, tu vois, Ok. parce que en fait, ça nous a grandi à une vitesse incroyable et il a fallu qu'on se pose des questions qu'on s'était jamais posées avant, justement sur ce côté. En fait, on peut plus faire ce qu'on faisait avant. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on rebondit. En une semaine, il avait fallu changer de business model. Il avait fallu se dire, bon ok, plus de jeux en présentiel, il va falloir faire proposer à nos clients des jeux en digital, tu vois. On n'avait jamais mis de digital dans nos jeux, puisque nous, pour rappel, on voulait de l'expérience, l'expérience humaine. Donc il a fallu, voilà, pour cette période, changer le business model et qu'est-ce qu'on fait avec nos salariés ? Bref. Donc en gros, cette période, elle a été très très apprenante pour nous et il a fallu tout redémarrer de zéro, tout réenvisager et franchement pour une entrepreneuse, enfin pour des entrepreneuses et des entrepreneurs en général, parce que je sais qu'on n'a pas été les seuls à vivre ça, une expérience de dingue. Avec le recul, une expérience de dingue. Sur le moment, C'est dur. Ah ouais, retiens tes larmes parce que tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger quoi. Ouais. Et c'était ça le plus dur. Tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais pas combien de temps ça va. Qu'est-ce qui va se passer. Tu sais pas si tu vas avoir des aides. Et tu te dis tout ça pour ça. Waouh. Oui, tu sais absolument pas où tu vas et où Absolument ça va finir. pas. Ok. Absolument pas. Et là, vraiment, quand je disais tout à l'heure, l'avenir, il devient moins opaque, à cette période, c'était... Ah, mais c'était The Mist. Hein. Ouais. Tu navigues dans un brouillard total. Donc, il a fallu avancer comme ça. D'accord. C'est apprenant. Et donc, du coup, aujourd'hui, on stabilise. C'était notre objectif. Après le Covid, on restabilise nos acquis. On repart sur des bonnes bases. Grâce à Dieu, grâce à la force des choses, je ne sais pas. Mais... tout redémarre très bien pour nous. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a repris une activité et ça ne fait que croître. Genre plus de 40% de chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, pour te donner un exemple, tu vois. Mais on partait énorme. très très C'est loin, génial. quoi. Ouais. Ah ouais. Entre 2019 et 2020, l'écart de chiffre d'affaires, il a été de plus de 700 000 euros. Donc ça fait mal, quoi. Donc on restabilise. Et pour restabiliser, il faut concentrer ses forces. Et on avait une image avec mon associé qui était très parlante, c'est qu'on parlait pendant la période du Covid de coma artificiel. C'est-à-dire que 2019, début 2020, c'est la folie furieuse, on est partout, on a des contrats en Suisse, on a des contrats en Angleterre, on a des contrats aux Bahamas, on a des contrats partout, on est partout. En 2019, on a vécu une année où ça a été physiquement difficile parce qu'avec Fanny, on était... 2020, néant total, et on se dit ok, si on veut pas mourir, il faut qu'on se mette en coma artificiel. Donc qu'est-ce qui se passe dans un coma artificiel ? Tu concentres toutes les forces sur le cœur et tu laisses ton corps un peu à l'abandon pour que tes organes vitaux ils continuent de vivre. Et c'est ça qu'on a fait. Donc on a fait une sorte de coma artificiel de la boîte pour continuer à la faire perdurer. Et puis maintenant, voilà, petit à petit, tous les membres se régénèrent, tous les membres reprennent de l'énergie et on avance. Mais en gardant en tête qu'il faut garder une ligne directrice. Maintenant, on sait. Maintenant, on sait ce qu'on a vécu, on sait où on veut aller, on sait ce qu'il faut faire pour y aller.
on concentre nos forces. D'accord, ok. C'est vraiment la période du Covid qui t'a aussi aidé à faire ça. Ouais, hyper apprenant. Hyper apprenant. Ok, Ouais. ok. Et je pense que vraiment, la difficulté, c'est ce qu'il y a de mieux pour avancer. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est quand tu souffres, c'est quand tu as touché le fond de la piscine que tu te dis « Ok, j'ai l'élan, on repart. » Je suis d'accord. Parce que pour moi, quand t'as pas touché le fond, et je prends 100% mon exemple, parce que je sais que je fonctionne comme ça, si j'ai un truc qui m'embête un peu, je vais pas le changer. Bah oui. Si j'embête un peu beaucoup, je vais pas le changer. Carrément. Ça m'embête vraiment, j'ai vraiment un problème. C'est que à partir de là où je vais passer à l'action. Et par rapport à ça, donc j'imagine aussi que ton offre a forcément évolué entre justement tes débuts et maintenant. Ouais. Est-ce que justement le prix, c'est quelque chose qu'on arrive à faire augmenter un peu de manière constante, indéfiniment? Plus on a de témoignages, plus on a de légitimité, je dirais, dans notre expertise, plus on arrive à faire payer nos clients. Comment tu as fait évoluer tout ça? Je vais juste me moucher avant de te répondre. Vas-y. Promis, ça sera coupé au montage. T'inquiète pas. Vas-y. Bon, ça va, il nous reste un bon 40 minutes là encore. Ça va mieux. Le chiffre, les tarifs. Alors, quand on a commencé, on faisait partie d'un cercle d'entrepreneurs. Et ça, vraiment, je le conseille à tous les entrepreneurs parce que ça donne un boost. Pas forcément sur ton chiffre d'affaires, mais sur ton mindset, sur ton mental. Tu parles avec des gens qui traversent exactement la même chose que toi au même moment, sur plein de thématiques différentes, mais c'est cool et ça ouvre énormément le réseau. Donc vraiment très bien. Et en fait, à l'occasion de ce club d'entrepreneurs, je discute avec une coach. Donc elle ne me coachait pas du tout, on était juste en déj en train de discuter. Et on parlait des tarifs. Et elle me dit, Alexia, un tarif, ça s'augmente rarement. Donc, te dis pas, je fais bas pour attirer et ensuite j'augmenterai, mais le tarif qui correspond à tes besoins pour faire vivre ta boîte. Donc c'est un calcul tout simple, hein. Tu prends tes charges, tu calcules ce dont tu as besoin pour vivre chaque mois et tu te dis, je vais positionner ce jeu à tel prix, il faut que j'en vende 3, 5, 10, 15 en fonction de tes ambitions pour atteindre mon fameux niveau où tout va bien. Plus, c'est que du bonus. Et donc, c'est elle qui m'avait dit ça. Et j'étais rentrée de ce déjeuner, j'en avais parlé avec Fanny. Et on s'était dit, il faut qu'on ait une stratégie de prix parce que c'est important. Et on ne peut pas juste se dire, on va faire payer à la tête du client. Non, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Bien sûr. La vérité, c'est que on s'est lancé en 2015. Aujourd'hui, on est en 2024. L'économie française a subi pas mal de remous et que tout a augmenté, que ce soit les charges, le coût de la vie, tout. Donc, nos tarifs, ils ont forcément augmenté. En plus de ça, les offres que nous, on proposait au début sont très, très loin de ce qu'on propose aujourd'hui en termes de qualité. Avant, pour animer nos événements, on faisait appel à des, je ne vais pas dire des comédiens, mais des gens qu'on prenait en freelance qui animaient ça. Des géos un peu du Club Med, tu vois. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, c'est des comédiens hyper qualifiés qui font des répétitions, qui ont des costumes, qui connaissent leur rôle. Donc ça, déjà, bim, ça a un coût qui est différent. En plus de ça, tout le temps qu'on passe, nous, à créer ces jeux, il se répercute dans le tarif. Il y a tout ce qui est aussi accessoires, les déplacements, etc. Donc, en fait, je ne vais pas te mentir, nos tarifs, ils ont clairement évolué, mais parce que notre offre a évolué. Voilà. Okay. Donc oui, moi, je pense que l'offre peut évoluer si tu apportes quelque chose de différent. Si tu vends une tasse en 2015 et que tu revends la même tasse en 2024, sauf si tes matières premières ont augmenté, je vois pas comment tu légitimes ton augmentation de tarif, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, faut la légitimer. Pour moi, une augmentation de tarif, elle se légitime. Oui, bien sûr. Et de toute façon, je veux dire, avec les témoignages que tu as, le succès aujourd'hui qu'a ton entreprise, c'est que la valeur perçue par tes clients, elle est là et il se retrouve du moins dans ce qu'ils payent. Exactement. Exactement. Okay. Et alors, ce qui est un peu compliqué dans notre activité, c'est qu'on fait vivre une expérience. Ouais. Donc, quand tu parles de valeur perçue, et c'est hyper intéressant comme question, c'est subjectif, tu vois. Je ne vends pas des tablettes Apple, moi, ou des appareils photo, où on attend quelque chose de très tangible à la fin. Ouais. L'image est belle. Je peux aller sur Internet, je peux faire des choses avec ma tablette. Moi, je vends une expérience. Donc, en fait, si pour une raison X ou Y, mon client à la fin me dit « j'aime pas »,
Bah, c'est pas ce que je voulais. Compliqué, tu vois. Donc en fait, il y a tout un sujet de bien expliquer ce que tu fais à ton client, de bien lui expliquer ce qu'il va avoir à la fin, comment va se passer l'expérience, etc. pour que lui il soit le plus aligné possible avec ce qu'il va obtenir comme rendu. Et ça nous arrive encore aujourd'hui, c'est anecdotique, mais ça nous arrive d'avoir des clients qui nous disent « Moi, c'était pas ce que j'attendais. » Ok, bah comment tu réagis ? Comment tu réagis ? Comment je réagis ? C'est une très bonne question. Eh J'adore ben, quand les invités trouvent eux-mêmes les questions. Là, c'est automatiquement parfait, les questions. Et ben comment je réagis ? En fait, déjà on le prend pas personnellement. Première chose, pas d'ego dans tout ça, parce que ça va vite en fait de mettre de l'ego et de te dire bah il est bête ou quoi ? Bah non, c'était comme ça. Bah non, en fait, c'est un ressenti. C'est la façon dont il a perçu, il a passé une mauvaise expérience. Pour toi, tout était OK, hein. Tous les feux étaient au vert. Tu as rempli. Ça nous arrive d'avoir des events où le comédien est en retard, où il a oublié son texte, ou flûte, le jeu n'aurait pas dû se passer. Là, c'est notre faute et là, on assume, il n'y a pas de souci. Quand le client vient te voir en te disant « c'est pas ce que je voulais, ça parle pas forcément de ce que je voulais, moi, je suis un peu déçue », et ben du coup, pas d'ego. Et t'essayes de comprendre qu'est-ce qu'il attendait. On essaye de, toujours comme des humains avec de la communication non violente, essayer de trouver ce qui aurait dû être amélioré. Et systématiquement, on propose une remise commerciale à notre client parce qu'en fait, tu peux pas aller contre ça, tu vois. Alors en général, la remise commerciale, c'est un pourcentage sur un prochain événement. Parce qu'on ne veut pas le laisser sur une note négative. Tu vois. Et donc, nous, on veut toujours prouver que, OK, c'était pas ce que vous auriez aimé, c'est pas grave, on va faire mieux la prochaine fois. Faites-nous confiance, on va faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, c'est en général comme ça qu'on s'en sort. Et c'est vraiment très, très, très anecdotique. D'accord, c'est quelque chose qui aujourd'hui est rare. Si je dois te donner un chiffre, c'est peut-être 2 fois par an. Sur 70 événements à l'année, 2 événements où on a un client qui... Oui, d'accord, bon, c'est ce qui est quelque mais chose de normal. On ne peut pas contenter tout le monde, de toute façon. Non, mais tu sais, ces deux-là, c'est ceux dont tu vas te souvenir à la fin de l'année. Et c'est ça qui est fou. Sûr. C'est ceux qui... tu dis, oh mince, lui, j'aurais aimé que ça se passe bien. Alors que, en fait, tu oublies les 5000 personnes que tu as fait jouer la veille, tu vois, pour qui ça s'est hyper bien passé. Mais bon, voilà. C'est génial parce que tu as parlé de l'ego et moi, ça me fait écho parce que, comme je te disais juste avant, je participais à une masterclass qui est organisée justement par le club d'entrepreneurs que j'ai rejoint. Et la personne qui était invitée, qui s'appelle Manuel Diaz, il disait... le plus important, et c'est souvent un problème qu'ont les entrepreneurs, c'est qu'ils mettent beaucoup d'ego dans leur boîte. Et leur boîte, alors lui, il disait que c'était une culture très, notamment latino-occidentale, de dire on veut être un peu les patrons de notre boîte, on veut vraiment, on est là pour... tu sais, on a le trône en fait sur notre boîte. Et que c'est notre réussite. Alors que lui, il avait plutôt l'approche de dire en fait, quand tu réussis, c'est que ta boîte, elle n'a pas besoin de toi et qu'il faut enlever complètement cette partie égo. C'est plus ton bébé. Il faut arrêter de réfléchir comme c'est ton bébé, c'est toute ta vie. Ceci. Alors déjà, première chose, et ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, je l'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps et voilà, c'est que j'avais tendance à considérer ma boîte un peu comme une famille, un truc que je construisais, le fameux bébé, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir une associée qui est à l'opposé de moi et c'est pour ça qu'on se complète très bien et qui arrêtait pas de me dire depuis des années, Alexia, c'est pas notre bébé, demain Arcane s'arrête, on fera autre chose, c'est pas grave, tu vois. Et moi j'y mettais du cœur. Ah non mais on s'en parlera, mais oui bien sûr, ça, on va y revenir. Et en fait, je l'ai compris. J'ai fini par le comprendre, que en fait, c'est important de mettre du cœur dans ce que tu fais, mais c'est pas ta vie. C'est pas ce qui fait que si demain ta boîte s'arrête, tu vas mourir aussi. Non, pas du tout. Elle va s'arrêter et tu en feras une autre et elle sera encore mieux que celle-ci, tu vois. Et c'est pas grave. Et je suis complètement d'accord avec cette notion d'ego parce que en fait. À mon sens, l'ego gâche tout. Pas que dans le business, ça gâche aussi tout dans les relations sociales, tu vois. Bien sûr. Et en fait, c'est important d'en avoir parce que c'est important d'avoir du respect pour soi-même et connaître ses valeurs. Mais en fait, ça n'a pas à être au milieu d'une relation, qu'elle soit commerciale ou personnelle. Bien sûr. Et c'est hyper important quand tu es face à une personne, un client, un collaborateur aussi, de se dire, c'est pas toi qui es attaqué personnellement.
D'accord ? Bien sûr. C'est le ressenti de la personne en face de toi. Et essaye de comprendre ce ressenti et tu ne feras que grandir face à ça. Donc voilà, moi c'est la place qu'a l'ego dans ma vie et vraiment j'essaye systématiquement parce que en fait tu sais des fois c'est un peu comme dans le sketch de Gad Elmaleh avec l'accent marocain qui revient si t'as oublié ta pilule. Ouais. Et ben des fois l'ego revient comme ça un peu méchamment derrière ton oreille et tu te poses et tu dis non, ça c'est de l'ego. Tu ne réponds pas. Tu as reçu ce mail, tu l'as pris très négativement, tu arrêtes, tu fermes ton ordinateur, tu vas souffler 5 minutes, tu ne réponds pas. Tu laisses passer le temps. En général, je laisse passer le temps, j'appelle mon associé et je lui dis « Tu as vu le mail ?»« Oui. » « Bon, j'ai une proposition à te faire de réponse. Je lui fais ma proposition, elle me dit « C'est parfait, nickel, je changerai juste 2-3 petits trucs. » Et voilà. Et en fait, on laisse les sentiments, l'ego, sur le côté. Ça n'a rien à faire là. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est vrai que tu vois, tu as parlé justement des relations et avec le même parallèle dans le couple. Tu vois, dans le couple, c'est le nombre de. Quand l'ego prend le dessus, généralement, c'est juste parce que tu vas mal réagir, parce que tu n'as pas envie de penser que la personne te manque du respect ou ceci, etc. Alors qu'en fait, des fois, c'est juste des manières de communiquer qui sont différentes complètement. Exactement. Donc, moi, je suis d'accord. L'ego, ça peut vraiment en fait détruire. Il faut en avoir, comme tu l'as dit. C'est important de se respecter. Et en même temps, voilà, il y a un arbitrage à faire sur tout ça. Ouais, mais pour revenir sur l'ego et ma relation avec mon associé, parce que je pense que c'est important pour les entrepreneurs et entrepreneuses de savoir que on peut s'associer à 50% à parts égales dans une entreprise et que ça se passe bien. En fait, l'association, elle est un peu perçue un peu négativement aujourd'hui dans le paysage business français, surtout quand on dit nous, on est à 50-50. Ouais. On a le même pouvoir de décision, tu vois. Je pense que tu as des réactions presque d'horreur. Mais quand on a lancé la boîte, on me disait, vous êtes sûr 50-50 ? Ah ouais, 50-50. Et en fait, avec mon associé, et encore une fois, je touche du bois, j'espère que ça va me porter la poisse, mais on ne s'est jamais engueulé. D'accord. Jamais. En presque 10 ans de collaboration et 13 ans de travail ensemble, on ne s'est jamais engueulé. Parce que justement, pour nous, l'ego n'est pas à prendre en compte dans notre relation. Quand on s'oppose, je ne vais pas dire s'affronter, quand on s'oppose sur des décisions, moi je pense A, elle pense B, et ben on se dit qu'en fait la réponse elle n'est pas là. La réponse c'est pas chez l'une ou chez l'autre, c'est la réponse C. Et on va aller ensemble sur la réponse C. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si elle pense que ma réponse n'est pas bonne, c'est que finalement, elle a peut-être un peu raison. Ma réponse, elle n'est pas 100% parfaite. Et si moi, je pense que la sienne n'est pas bonne, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui nous chafouinent. Donc, on va construire ensemble la réponse C. Et en fait, c'est vraiment cette image qui, je trouve, résume très bien ma relation avec mon associé. C'est cette fameuse réponse C. Fanny et Alexia, c'est on va chercher la réponse C. Et pas d'ego. Et ça peut nous arriver parfois de parler, pas froidement, mais sèchement, on va dire ça, tu vois. Ouais. On est en réunion et on se parle sèchement, parce que nous, on se connaît très très bien, comme tu le disais, comme un vieux couple, on se connaît très très bien. Et je vais lui dire un truc et elle va me répondre sèchement, mais moi je sais qu'il n'y a pas d'ego entre nous. Donc en fait, je sais que ce qu'elle dit, ça ne m'attaque pas personnellement, elle est juste pas d'accord. Et en fait, quand il y a d'autres gens qui observent cette relation, ils disent j'ai pas l'habitude, ça va partir en clash. Jamais, ça ne partira en clash. Jamais. Parce qu'on sait qu'à un moment, on va couper les canaux et on va aller chercher notre réponse C. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Donc voilà, c'est pour résumer cette relation. Ouais. Mais je trouve ça génial parce que moi, il y a un truc qui m'embête beaucoup. Dans beaucoup de sujets ou des fois de vidéos, même YouTube, que je regarde, et notamment sur des sujets un peu extrêmes. Okay. Ça peut être, je vais prendre typiquement le côté masculinisme versus féminisme. Gros sujet. Non, mais gros sujet. Et souvent, ce qui me dérange quand on parle, que ce soit de l'un ou de l'autre, c'est ne pas accepter que d'autres personnes peuvent avoir des visions différentes. En fait, c'est juste ça. Tu peux avoir ton avis, tu peux ne pas être d'accord avec quelque chose et c'est ok. Et moi, des fois, que quelqu'un ait un avis qui est complètement différent du mien, j'en ai absolument rien à faire. Certaines causes exceptées, mais bon, franchement, j'accepte le débat et le fait qu'on soit pas d'accord. Mais du coup, en fait, toutes les personnes qui sont extrêmes, qui sont butées sur leurs idées et qui n'acceptent pas l'autre, c'est quelque chose qui peut me rendre fou assez rapidement. J'allais te dire exactement la même chose. Ça peut me rendre folle. Vraiment, ça peut me rendre folle. Les avis très arrêtés, très extrêmes, ça peut me rendre dingue. Après,
Ça m'est surtout arrivé. ceux qui n'écoutent pas, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé, hein, franchement, Oui, bien d'avoir sûr. des avis très tranchés parce que en fait, j'avais pas expérimenté Ouais. ce sujet. Tu vois. Et en fait, j'ai toujours fait mon mea culpa derrière parce que en fait, j'aurais pas dû juger. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi appris il y a pas très longtemps. Ça fait peut-être 3 ans que la notion de jugement de valeur, elle est très importante pour moi. Et où je me pose systématiquement la question de, je suis en train de juger cette personne-là. Arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de C'est suite. vrai. Et je me reprends moi-même en me disant, je la jugerai pas. Ok, je suis pas d'accord. Mais en fait, est-ce qu'elle m'a demandé mon avis ? Non. Est-ce que ce qu'elle fait impacte ma vie ? Non. Alors, je m'en fous en fait, tu vois. Je m'en fous. C'est intéressant de savoir ce qu'elle pense, mais je m'en fiche. Oui, c'est ça. Et surtout, je ne la jugerai pas et je ne définirai pas sa personnalité, comme tu l'as dit, sauf cas très très extrême, Bien sûr. sur cet avis que cette personne émet et que je ne jugerai pas. Ça ne me concerne pas. Et vraiment, cette notion de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai décidé de porter sur mes épaules et qu'est-ce que j'ai décidé que... non, en fait, c'est sympa, mais je m'en fiche. C'est hyper important dans la construction d'un entrepreneur, je trouve. Parce qu'en fait, on porte énormément de choses. On porte un poids de décision qui est énorme. Et il faut vraiment se rendre compte qu'on pense à plein de choses. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir un avis sur plein de choses. Ces décisions, c'est des avis. Est-ce que je donne une prime ? Est-ce qu'on décide de travailler le jour de la Pentecôte ? Est-ce qu'on va sur ce client ou pas ? Parce que c'est quand même un client qui n'est pas super pour l'écologie. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? C'est des avis que tu dois avoir sur tout. Et en fait, il faut aussi se dire, est-ce que c'est important ? Je laisse tomber. Et ça va avec des personnes comme avec des avis que tu dois porter sur ta boîte, en fait. Ce fameux jugement, ce fameux ego, voilà. Non, c'est vrai. Et moi, souvent, ce que j'essaie de regarder, et notamment auprès de... Et ce que je dis aux personnes qui, des fois, se prennent la tête, on se prend tous la tête, c'est normal, pour des fois des choses futiles, mais quand j'essaie de revenir un peu à la réalité, je me dis, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle je peux avoir du contrôle dessus ou pas ? Si c'est quelque chose, j'ai absolument pas de contrôle. En fait, des fois, ça sert à rien de se prendre la tête dessus. Ça peut t'embêter, ça te met pas dans la bonne situation, peu importe. Pose-toi la première question, est-ce que je peux changer ça ? Est-ce que je peux avoir du contrôle dessus ? Et est-ce que ça a un impact sur ma vie, en fait, aussi, tu sais ? Parce que tu peux avoir du contrôle sur des choses qui, en vrai... Je suis d'accord. Zéro impact, 10% d'impact, je laisse tomber, je m'en fiche, tu vois. Donc c'est vraiment important de prendre ce recul-là dans la vie d'entrepreneur, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. De aussi. tous les jours, complètement. Franchement, même de salarié, est-ce que vraiment c'est important ? Tu as dit quelque chose, j'adore quand c'est toi-même qui me fait penser à mes questions. Tu as parlé du RSE. L'écologie. Exactement. J'ai vu, et même des discussions qu'on avait une fois, j'ai compris que c'était des sujets qui sont hyper importants pour toi. Et même c'est clairement exprimé sur ton site, donc d'Arcane Experience, que le RSE, l'écologie, c'est au cœur justement de ta mission, je dirais, en tant qu'entrepreneuse. Pourquoi déjà, quels sont un peu les piliers de tout ça, pour que les personnes comprennent d'où ça vient et de quoi on parle lorsqu'on parle de RSE pour les entreprises. Et ensuite, j'aurais des questions sur l'impact, notamment qu'est-ce que ça t'apporte. Et j'ai beaucoup aimé ta question sur le fait de si j'ai un client qui n'est pas très écolo, est-ce que je vais aller bosser avec lui ou pas ? Dur. La RSE. Alors la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'entreprise, grosso modo, améliorer le monde. Et en fait, ça a plusieurs piliers. Donc on va parler d'écologie, on va parler des relations sociales, de qualité de vie au travail. Il y a plein de piliers différents. De mémoire, je crois qu'il y en a 5 sur la RSE. Et en fait... le gouvernement engage les entreprises à s'engager en faveur de la RSE. Donc, entrepreneurs, entrepreneuses, qu'est-ce que vous faites, vous, à votre échelle, pour améliorer les choses ? Tu le disais en intro, une de mes valeurs fortes, c'est je veux qu'on fasse mieux qu'hier. À tous les niveaux de ma vie, je veux qu'aujourd'hui, on se dise « Hey, ça va mieux, ça va mieux ». Et en fait, la RSE, du coup, ça vient d'où ? Écoute, ça vient d'une éco-anxiété
grosso modo. Donc mon associé et moi, on est très très engagés sur les valeurs écologiques. Et en fait, pas que mon associé et moi. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'Arcane, tous nos collaborateurs sont aussi engagés sur le volet écologique. C'est-à-dire que ça va de la préservation de la biodiversité à la préservation des espèces animales en danger, au fait de sauvegarder cette planète, s'il vous plaît, faisons quelque chose, agissons ensemble, voilà, cette belle planète, essayons de la garder dans un état potable le plus longtemps possible pour nos enfants. Ça va aussi sur les notions de société, c'est-à-dire la place des femmes dans la société. Ça va aussi au sein de notre entreprise sur comment on fait pour que nos collaborateurs, collaboratrices se sentent bien chez nous, aient envie de rester et envie de participer à tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu notre... c'est ce sur quoi on s'engage nous, en tout cas on veut s'engager depuis très longtemps, avant même l'existence d'Arcane. Quand on se connaissait avec Fanny, voilà, c'était est-ce que tu fais le tri, est-ce que tu as un lombricomposteur avec des échelles, est-ce que tu fais du zéro déchet, des trucs comme ça, voilà, c'était nos petits trucs. Au fur et à mesure de notre progression sur ce sujet-là, en fait on s'est rendu compte que c'est très difficile d'agir à l'échelle d'un individu. Okay. En fait, une fois que tu tries tes déchets, que tu as une maison qui n'est pas polluante et qui est durable, bon voilà, que tu as choisi un moyen de locomotion peu polluant, que tu limites tes déplacements en avion, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, on s'est rendu compte que peut-être que notre objectif de vie, c'était d'utiliser notre entreprise pour faire bouger le monde. Okay. Et que si, à l'échelle de notre entreprise, on a un peu plus de poids qu'à l'échelle individuelle, ce qui est le cas, diffusons au maximum le message. Et en fait, nous, on a décidé du coup d'utiliser notre entreprise et d'utiliser ce qui fait cœur de métier, ce qui est l'utilisation du jeu en tant qu'outil de communication, pour en fait aller diffuser cette bonne parole. D'accord, ok. Et on a décidé d'avoir un volet au sein d'Arcane qui est entièrement dédié à la RSE. Donc on va avoir un panel de jeux qui sont pour sensibiliser au handicap invisible en entreprise, qui sont pour évaluer son bilan carbone à l'échelle individuelle et d'entreprise, qui est pour la préservation, donc pour la sensibilisation à la préservation des espèces en danger, sur la QVCT. Donc la QVCT, c'est la qualité de vie et conditions de travail. D'accord. Donc en fait, comment on travaille, nous, en tant qu'entreprise, pour améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs. Donc en fait, on a créé un jeu là-dessus pour que les entreprises et les collaborateurs participent à l'amélioration de leurs conditions de travail au sein de leur entreprise. Voilà, on a un panel de jeux comme ça où on s'est dit, on va les créer pour aller sensibiliser les gens à ces démarches-là et en fait prêcher la bonne parole. D'accord. Ce que nous, on considère comme la bonne parole. On s'est rendu compte qu'être agressive sur la façon dont on prônait cette bonne parole, ça fonctionnait pas, tu vois. Quand je dis aux gens, arrêtez de manger du bœuf, sérieusement, ils ont vraiment envie d'arrêter de manger du bœuf. Si je leur explique par A plus B pourquoi ce serait vraiment super top qu'ils diminuent de 50% leur consommation de viande bovine et en quoi ça pourrait améliorer la préservation de notre planète, là ça a un peu plus, tu vois, je fais appel à des biais cognitifs qui sont un peu plus intéressants pour eux que juste de leur dire mais vous êtes bêtes ou quoi, arrêtez de manger du bœuf. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, cette histoire d'ego, de communication non violente et de jugement de valeur. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai, complètement. Est-ce que tu dirais que ça t'a aussi apporté quelque chose, là je vais parler en termes de business, justement d'avoir cette démarche de RSE, ou peut-être une autre manière de poser la question, c'est si tu ne l'avais pas, est-ce que ça t'aurait fermé des portes ? Alors, ça m'aurait pas fermé de porte, parce qu'en fait, notre spécificité, c'est de pouvoir créer des jeux sur mesure. Donc en fait, on a un client qui vient nous voir en nous disant « Je veux créer un jeu sur la biodiversité animale. » On crée un jeu sur la biodiversité, tu vois, c'est pas grave. En revanche, de montrer que c'est important pour nous, de montrer qu'on a déjà travaillé sur les sujets, de montrer qu'on est expert des sujets, parce que c'est le cas. En l'occurrence, on n'a pas créé des jeux sur rien du tout. On s'est renseigné, on s'est formé, on a été chercher les informations, on a créé quelque chose, on a créé du contenu. Et en fait, ça fait toute la différence. Et les gens se disent, ok, elles savent de quoi elles parlent. Donc, je dis elles parce qu'on est majoritairement féminine au sein de l'agence, mais on a aussi des garçons. Ouais. Du coup, voilà, en fait, on vient avec une expertise et les gens se disent, ok, elles savent de quoi elles parlent. Et c'est important pour moi. Go, on va travailler avec elles.
Et un des sujets qui n'est pas forcément lié à la RSE, mais qui est très tendance en ce moment, c'est la cybersécurité. Et je le relie un peu à la RSE parce que c'est de la responsabilité sociétale de n'importe quelle entreprise d'assurer la sécurité de ses réseaux. Mais pareil, on s'est rendu compte que c'était un sujet extrêmement important. On s'est formé, on s'est renseigné, on a été parler aux bonnes personnes et on a créé un panel de jeux sur la cybersécurité qui fait qu'aujourd'hui, les clients qui viennent nous voir nous disent « Ok, elles savent, elles connaissent, on leur fait confiance. » Génial. Non, effectivement, c'est un sujet qui est hyper important. Moi, d'ailleurs, j'ai écouté un podcast sur ça, justement, juste hier. La cybersécurité ? Ouais, en fait, c'était un hacker qui était invité dans un podcast très, très connu, sans permission, qui est fait par Yomi Denzel ou Sam Amar. Ok. Et effectivement, il y avait un hacker qui disait qu'en France, on a des institutions, je crois que c'était quelque chose comme l'ANSSI, un truc comme ça. Oui, c'est l'ANSSI, ouais. Voilà, qui une institution qui, donc, lui, il parlait de son point de vue de hacker qui est hyper costaud, Oui. hyper solide en France, et que c'est génial d'avoir ce type d'institution en France. Par contre, c'était un gros problème parce que les entreprises et les employés ne sont absolument pas formés à la cybersécurité. Pardon. En fait, la cybersécurité, c'est un sujet très intéressant parce que on se dit, ok, il nous faut du bon matériel, des bons réseaux pour assurer notre sécurité. La seule faille en cybersécurité, elle est humaine. C'est la seule faille. C'est l'être humain. Voilà, Ouais. c'est l'être humain. C'est X qui va mettre son mot de passe sur un post-it sur son ordinateur. C'est machin qui va répondre à un email de phishing. Ouais, bien sûr. C'est truc qui va avoir un vocal de son président qui lui demande de faire un virement de 300 000 € sur le compte de machin et qui va dire « Oh, il m'a envoyé un vocal, le président, vas-y, je vais faire le virement. » Non, c'est de l'arnaque au président, tu vois. Et en fait, c'est que l'humain. Et en fait, c'est hyper important de sensibiliser cette population-là parce que personne n'est bête. Personne n'est bête. En revanche, les gens sont mal informés. Et c'est le seul point, tu vois. Donc, c'est vraiment notre travail. Et je ne sais pas si je saoule les gens avec ce sujet-là, mais j'arrête pas de leur dire, surtout si vous recevez un coup de téléphone de votre banque, ne répondez pas, s'il vous plaît. Et moi, j'insiste, parce que ça me fait mal de me dire qu'il y a des gens qui se font arnaquer de 4 000 € parce qu'ils ont cru répondre à un appel de BNP Paribas. What the fuck ? Je pense que tu as raison de les saouler. Je pense qu'il faut... Oui, je pense, on est d'accord. Ouais, carrément. Je suis complètement d'accord avec toi. Il nous reste à peu près 15 minutes, donc obligé de sélectionner les sujets. Vas-y. Il y a un sujet que je souhaitais aborder, alors peut-être avant celui-là, notamment revenir un peu sur le match avec ton associé. Ouais. Parce que tu l'as évoqué à quelques points, mais justement, comment vous complétez, tu dirais, ton associé et toi, et aussi l'importance et tout ce que ça t'a apporté dans ton expérience. Ouais. Je vais encore une fois, donc moi je suis quelqu'un qui est de manière générale plus solitaire, tu vois. Et par exemple pour lancer mes premiers business, j'ai pas pensé à l'association et parce que j'ai un côté j'ai envie de faire ça moi, c'est comme ça que je vois les choses, etc. Mais c'est ma personne. Maintenant, justement, à celles et ceux qui peut-être aussi hésitent des fois à se lancer, le fait d'avoir un associé, ça peut être un support, ça peut être un déclic dans des moments difficiles. C'est vraiment d'une aide qui est inestimable, c'est ça. Donc voilà. Comment se passe justement tout ça et le choix que tu as fait de... Alors, tu as parlé de match. Moi, je dirais de perfect match. Ok, génial. En fait, comment on se complète avec Fanny ? Je parle d'elle comme si elle était à côté de moi, mais elle écoutera ça. On se complète vraiment sur tous les points, je pense. Une des choses qui est très importante, c'est d'avoir la même vision. Je ne me serais pas lancée si elle n'avait pas été là. Je ne l'aurais pas fait toute seule. Ça ne m'intéressait pas de le faire toute seule. Je l'ai fait parce qu'on allait vivre une expérience ensemble et que je savais que ça marcherait ensemble. Fanny, elle est, je ne vais pas dire l'inverse de moi, mais quasiment. Elle va être aussi tempérée que je suis enthousiaste. Elle va être aussi réfléchie que moi spontanée, tu vois. Le yin et le yang. Voilà, c'est exactement ça. C'est le yin et le yang. Et en fait, comment ça nous élève ? Déjà, on parle beaucoup. Alors aujourd'hui, l'ensemble de notre entreprise est en télétravail.
Donc, on se voit beaucoup moins qu'avant. Avant, on passait 10 heures par jour l'une en face de l'autre. Donc, ça crée des liens. Aujourd'hui, si je ne l'ai pas 3 fois au téléphone en une journée, c'est pas une journée normale, tu vois. C'est que je suis occupée à faire autre chose. L'anecdote, c'est qu'un jour, sa fille, elle est au téléphone. Et un jour, sa fille arrive et lui dit « C'est Alexia ?» C'est pas Alexia. Mais tu vois, à tel point que dans la tête de sa fille, c'était forcément moi au téléphone. Quoi. Et... donc voilà, on s'appelle beaucoup, on échange tant sur des sujets business que sur des sujets perso, que sur des sujets complètement philosophiques. On va se parler des livres qu'on lit qui peuvent intéresser l'une et l'autre. On va se parler de ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours en tant que maman et entrepreneuse, qui est un gros sujet quand même. On a fait... Attends, on est en 2024. On a fait 4 enfants en 6 ans. Entre elle et moi, donc ça challenge pas mal la vie de l'entreprise, voilà. Et donc en fait voilà, on se complète à plein de niveaux. On a la même ligne directrice, on sait où on veut aller et on se pose régulièrement sur nos ambitions. Tu vois. Ok Fanny, on est toujours alignés là-dessus, on est toujours alignés, go. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de conclure notre fameux statut de boîte, on s'est posé l'une en face de l'autre et on s'est dit pourquoi on fait ça. C'est quoi l'objectif ? Ok, l'objectif, c'est qu'on s'éclate dans notre vie professionnelle. C'est qu'on fasse quelque chose qui ne dépende que de nous, qui ne dépende que de nous, qu'on aura créé nous, et qui va nous tenir, et on sait qu'on ne se lassera pas, parce qu'on est 2 nanas qui se lassent beaucoup. Et en fait, voilà, on ne se lassera pas, parce que ce sera toujours différent. Donc ça, c'était le premier objectif. Fanny, elle avait un objectif, c'est que dans les 3 ans qui suivaient le lancement de la boîte, elle voulait faire un tour du monde. Pendant un an et demi. C'était un de ses objectifs. Moi, je voulais faire un bébé. Et en fait, ça, c'était nos objectifs personnels. Et en fait, on a aligné nos objectifs personnels avec nos objectifs professionnels qui étaient clairement, on veut faire du business, on veut faire de l'argent, on veut vivre bien. On veut pas être riche. Ça ne nous intéresse pas d'être riche. On veut vivre bien. On veut se dire qu'on n'a pas peur de demain, tu vois. Et que si demain, on a une ambition, je sais pas, acheter une maison, partir faire le tour du monde, et ben en fait, notre entreprise, ce qu'on construit va nous aider à faire tout ça. On aura des objectifs à atteindre derrière. Et donc voilà, on a aligné tout ça. On s'est dit go, on va le faire ensemble. Régulièrement, on se pose en se disant voilà, c'est toujours ça ou c'est toujours pas ça. Alors le tour du monde, on l'a fait, les bébés, on en a eu plein depuis, mais voilà, on a acheté nos maisons, on s'est dit ok, et voilà. Et en fait, on est toujours alignés, si tu veux. Il y a une chose qui, je pense, est importante de parler dans le podcast, c'est le sacrifice de l'entrepreneur. L'entrepreneur, celui qui monte la boîte, c'est la variable d'ajustement de la boîte. D'accord ? Ma boîte, notre boîte, elle a traversé des moments très très difficiles. À qui on le fait supporter ça ? On le fait supporter à nos collaborateurs ? On le fait supporter à nos clients ? Pas du tout. C'est nous qui allons porter ça. Donc il y a toujours le glow de l'entrepreneur, mais il ne faut pas oublier le glow down de l'entrepreneur, tu vois, le fameux, la face cachée de l'iceberg, où en fait tu portes la souffrance. Plusieurs fois, il a fallu qu'on baisse drastiquement nos salaires pour pouvoir payer d'autres personnes, tu vois. Et cette variable d'ajustement, on a toujours été OK pour le faire. Quand il a fallu remettre au pot, on a remis au pot ensemble. Toujours à 50-50. Quand il s'agit de se dire, bon, est-ce qu'on prendrait pas des vacances ? Vas-y, prends des vacances, je les prendrai après, et on s'alterne, tu vois. Et toujours, comme un couple, essaye de construire une famille, nous on est un binôme qui essaye de construire une entreprise avec une transparence et beaucoup de cœur et d'humain dans tout ça. On est des personnes, donc il y a des choses qui nous font souffrir, il y a des choses qui nous font pas souffrir. Tu te demandais en quoi ça m'a aidé. Il y a des périodes où moi je suis complètement au fond du trou, je l'appelle, elle me dit t'inquiète, je prends le relais, c'est bon, okay. Je vais te rebooster. À l'inverse, quand elle est au fond du trou, je suis là, c'est bon, t'inquiète pas, et on se rebooste mutuellement. Et ce qui est très bien, et on a de la chance, c'est qu'on n'est jamais au fond du trou en même temps. mais voilà, ça nous a permis de nous maintenir comme ça à flot et de pouvoir compter l'une sur l'autre tout le temps. C'est génial, hein, franchement, comme histoire, c'est hyper inspirant. Et vous travaillez vous avez une vision partagée, commune, vous savez
pourquoi vous vous battez en fait tous les jours. Vous avez, comme tu l'as dit, il n'y a plus de question d'ego, de se dire ah tiens, si moi si je fais ça, je fais trop, elle fait pas assez, etc. Oh, jamais. Ah oui. Jamais. Chez nous, jamais. Ça, la question s'est jamais posée déjà parce que on est deux acharnés de travail toutes les deux, donc j'ai jamais douté de son implication. Mais même si j'avais eu à le faire, je sais que c'était à l'instant T. Oui, elle a besoin d'une pause. Tu vois, elle a trop fait, elle a besoin d'une pause. Je vais prendre le relais et je sais qu'elle me le rendra plus tard. Ouais. C'est génial, mais parce que vous voyez ça comme un projet à long terme, que vous savez où vous voulez aller. On n'est pas en concurrence. Oui, et vous n'êtes pas en concurrence complètement. Et je pense que cette notion, elle est importante. On n'est pas en concurrence. Et jamais au sein de notre équipe, de nos équipes, on a mis les gens en concurrence parce que vraiment, cette notion de concurrence, pour nous, elle est rédhibitoire. Ouais. Et elle est aussi rédhibitoire auprès de nos concurrents. En fait, on ne voit pas nos concurrents comme des concurrents. Oui. Alors, évidemment, ça nous fait chier quand ils nous piquent des contrats, comme n'importe qui. Mais en fait, on ne les voit pas comme des concurrents, on les voit comme des entités qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Ouais. Regarde ce qu'ils ont fait, putain, c'est génial. Il faudrait qu'on fasse un truc similaire. Écoute, la dernière fois, un de nos concurrents lance... Alors, ça fait un moment qu'il a lancé ses salles d'escape game, mais du coup, on les a testées au mois d'avril. Ok. On est sorti de là en se disant les meilleures salles d'escape game de Paris. J'aurais aimé avoir des trucs à leur reprocher, mais pas du tout. C'était du génie. C'était parfait du début à la fin. Et j'ai été contente. Je me suis dit, ils vont faire avancer le schmilblick, tu vois. Ouais, ils vont faire en sorte que le marché avance. Ouais. Et c'était cool. Et c'est comme ça qu'on les voit. J'adore ton état d'esprit. Quand on fonctionne comme ça, on se dit ok, mais en fait nos concurrents ils sont là juste pour nous pousser. L'environnement dans lequel on est là pour nous pousser. On n'est pas là pour aller critiquer un tel ou un tel. On se dit putain, ils font mieux, mais moi comment je peux faire mieux encore, ça va me pousser à m'améliorer. Je trouve ça absolument génial. Ouais. Je pense que c'est important. Complètement. Il y a un sujet que je voulais aborder, qui est notamment un des derniers points que tu m'avais cité, et qui est la place des femmes. Ah, oui. Plein de questions par rapport à ça. Je dirais 2 questions. Quelles sont pour toi les difficultés que tu as vécues qui sont justement liées au fait que tu sois une femme, peut-être des défis qui sont vraiment spécifiques au fait d'être une femme quand on veut entreprendre. Et aussi l'idée, j'aimerais partager un message de dire que moi j'aimerais bien arriver à un moment où on se dit ok, peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu peux entreprendre. En fait, ça dépend pas de la personne, de ton sexe, de ton genre, de ce que tu es, de ce que tu as, de qui tu es. Ouais. En fait, ça doit pas te limiter pour passer à l'action. Peu importe le sujet, sport, entrepreneuriat, etc. Mais donc justement, quel message tu pourras faire passer après ça? Mais d'abord les défis que tu as rencontrés. Les défis. Souvent dont les hommes ne peuvent pas se représenter ou s'imaginer. Ouais, écoute, j'espère que ça va être suffisamment parlant, mais j'ai lancé cette boîte, j'avais 27 ans, donc encore un peu minaude, tu vois. Les premiers gens avec qui on a pu travailler, freelance, partenaires, clients, en fait, on a rapidement identifié une espèce de figure, de persona, de personnes avec qui ça n'allait jamais matcher. Ça ne pourrait jamais fonctionner. Parce que justement, rabaissantes. Ouais. Des personnes rabaissantes. Alors je te dis ça représente 3% des relations que je peux avoir dans ma vie de tous les jours. Et encore 3%, je pense que je suis généreuse. Ça se passe majoritairement bien avec 18% des personnes que je peux côtoyer. Mais il y a ces fameux 2%, fameuse persona. En général, c'est un homme, mais ça arrive que ce soit une femme. Plutôt boomer. Clairement. Donc, je sais pas, je vais dire entre la 50 et soixantaine, tu vois, qui a travaillé toute sa vie dans la même entreprise, grosso modo, si je te fais un plan de carrière, ouais. Et qui te considère comme une minette. Alors aujourd'hui, à 37 ans, hélas, on ne me considère plus comme une minette. Hélas, non pas hélas, mais bon, je pense que la maturité et l'avancée dans l'âge fait que. Mais qui, au début de notre carrière, nous disait vous allez nous faire une belle présentation PowerPoint, hein, vous savez faire ça, vous les femmes. Je viens de te pondre un game design en 112 pages d'un jeu qui va révolutionner la cybersécurité et tu me dis que je vais bien faire le PowerPoint. Ouais, alors, en fait, ok, il n'y a pas de problème, Ce genre de, voilà. Ça a été des défis. Et encore, des défis, non. C'est juste apprendre à les identifier et encore une fois, laisser l'ego de côté. C'est pas toi le problème. Okay. D'accord. Après, voilà, être une femme, c'est pas tous les jours facile, même si je traverse
très honnêtement pas trop de difficultés. Je suis une femme, certes, mais je suis blanche, je suis cisgenre. Enfin, tu vois, je me mets pas. Je peux pas dire que je suis la bonne personne pour parler de ces défis que je peux rencontrer, mais voilà, les défis que moi j'ai pu rencontrer, ça peut être ceux-là. C'est une question de crédibilité. C'est la fameuse street cred, tu vois. Bien sûr. C'est voilà, mais ça passe par comment tu te vois toi. Quelle est l'image que tu reflètes? Et forcément, les gens vont penser comme toi, en fait, tu vois. Et j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là, je crois, qui disait qu'en fait, il s'agit de penser comme tu veux être. Et en fait, tu penses comme tu veux être, tu agis comme tu veux être, et tu seras ce que tu veux être. D'accord ? Et les gens vont te voir de la façon dont tu penses que toi, tu es. Si tu es là et tu dis « je sais pas ce que je fais là, je n'y crois pas trop, est-ce que vraiment des gens peuvent me faire confiance ?» Les gens ne te feront pas confiance, absolument pas, tu vois. Que tu sois une femme ou un homme, c'est pareil. Mais ça n'empêche que pour moi, ça reste un combat, pas forcément personnel, mais pour les autres. Et en fait, aujourd'hui, j'ai une fille et je veux pas qu'elle souffre de ça. Je veux pas la voir souffrir d'un manque de reconnaissance parce que c'est une femme. Donc en fait, je me bats pour que les femmes soient reconnues, pour que le viol soit reconnu, que les agressions sexuelles soient reconnues, pour que le harcèlement à la fois sexuel ou moral soit reconnu. Parce que oui, en fait, on vit des choses. C'est un gros sujet et on voit des aberrations en France à ce sujet-là. Pas quand j'étais... pas avec ma boîte, mais quand j'étais salariée. Écoute, Ziryab, un jour... J'ai un de mes boss qui vient me voir. Je travaillais pour, sans vouloir la citer, mais pour une fédération importante dans le monde de la banque assurance. Donc très paternaliste, tout ça. Et mon boss vient me voir, qui n'était pas plus vieux que moi. Il devait avoir 30 ans, j'en avais 25, tu vois, à tout casser. Il vient me voir, il me dit, bon, Alexia, va falloir quand même que tu fasses attention. En fait, tu vois, parfois tu portes des tenues. Je voudrais pas que les gens te perçoivent mal. Attends, je porte des tenues. Ziryab, j'avais une chemise d'homme et une jupe crayon qui m'arrivait aux genoux. D'accord ? On était loin de... Et encore, même si j'avais voulu porter une mini-jupe. Mais what ? Enfin, tu vois ? Et là, ça a été l'escalade de plein de remarques hyper misogynes, sexistes et du harcèlement moral que j'ai pu vivre dans cette boîte. Non, mais jamais je veux que ma fille entende ce genre de choses, tu vois. Elle aura la liberté de s'habiller comme elle veut, d'agir comme elle veut et on sera égaux, quoi. Donc voilà. Moi, je lui dis, c'est rien sur ces baskets moches. Et ben, pourquoi, tu vois ? Merde, pardon. Non, mais c'est vachement bien, tu vois, parce que moi, c'est vrai que, tu vois, c'est pas jamais, mais de base, je me considère pas comme quelqu'un qui est... j'aime pas les extrêmes, tu vois. Et du coup, forcément, des fois, quand tu entends des discours féministes à l'extrême, ça me tape l'oreille, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et pas dans le bon sens. Oui. Maintenant, plus, justement, je discute avec les femmes de certains sujets, et tu vois, notamment ceux-là. Et en fait, quand on parle de féminisme, on parle aussi de ces petites actions-là qui, pour nous, on se dit, mais en fait, non, mais ça représente rien, ou c'est normal, ou c'est une blague, etc. Mais en fait, à l'usure, à la répétition, c'est c'est gênant et ça devient un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème. C'est pas ça devient, c'est un vrai problème qui mérite d'être abordé. C'est même pas que l'usure, en fait, Ziryab, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais en fait, ça plante des graines dans le cerveau, tu vois. Est-ce que j'ai reporté une jupe après cette réflexion ? Jamais j'ai reporté de jupe après cette réflexion. Pourquoi ? Non, parce qu'il avait planté une graine que je m'habillais comme une péripatéticienne, tu vois ce que je veux dire ? Et non, c'est pas possible. Et je te disais que j'avais pas connu de défi sur le sujet, mais en fait, si. Il ne reste plus que 2 minutes. Je fais vite. En fait, on a recruté une personne, un jeune en plus, qui ne supportait pas d'être dirigé par des femmes. Il ne supportait pas. Et en fait, à l'époque, on était en bureau et on avait notre graphiste qui était freelance, qui venait dans notre bureau régulièrement, qui n'avait aucun pouvoir de décision dans cette entreprise, tu vois. Mais j'avais Fanny, moi, Julien, du coup, ce freelance, et ce mec qu'on a embauché. Écoute, quand il avait des questions à poser, il les posait au freelance. Oui, non, mais ça m'a... Tu vois ce que je veux dire ? Ça a été challengeant. Hein. Ça a été hyper challengeant. Mais ça m'est arrivé d'avoir des clients, du coup, dans mon ancien boulot, qui pour le coup étaient étrangers.
Et quand c'était la consultante qui envoyait des mails, il lui répondait pas. Oh, putain, Et il fallait que ce soit les partenaires hommes du coup qui envoient des messages pour. ça me rend folle. Ouais. Mais bon, c'est encore des sujets sur lesquels il faudra Ah travailler. bah oui, Voilà. mais il faut pas lâcher le morceau. Voilà. Donc on arrive à la fin de l'épisode. J'aurais aimé avoir encore 1 heure, 1 heure et demie, parce que je trouvais vraiment la discussion passionnante, et les 1 heure et demie, je les ai absolument pas sentis Moi passer. non plus. Je te remercie énormément Je t'en prie. d'être venu sur ce podcast. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Encore une fois, donc n'hésitez pas à le dire, à échanger avec moi si vous avez également des sujets sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur la motivation, sur comment se lancer. Je serais ravi de discuter de tout ça avec vous. Ce podcast est aussi fait pour vous apporter ces choses-là. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci Alexia. Myriam.